Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis Catherine Decopé et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau TEDUC. Donc, c'est le dernier de la saison 2020-2021. Pour rappel, les TEDUC sont des événements Univers-Sciences organisés par le département éducation et formation de la Cité des Sciences, où je suis physiquement aujourd'hui, en partenariat avec les cahiers pédagogiques et la MAIF. Donc, avant de commencer, un petit rappel peut-être de comment tout ça va se dérouler. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay dans quelques jours sur la chaîne YouTube de la Cité des Sciences et d'Univers Sciences. Du coup, les personnes qui ne souhaitent pas être filmées, voilà, je vous invite à éteindre donc votre caméra et au moment des questions, à n'allumer évidemment que votre micro. Pour l'organisation du temps de ce TEDUC, un petit quart d'heure, donc 45 minutes d'échange entre les intervenants, nos invités de ce soir, et puis une demi-heure pour vos questions, les questions des participants. Donc pour cela, il vous suffira de rallumer votre micro ou votre caméra ou les deux, plutôt le micro en priorité bien sûr, pour poser vos questions à nos invités. Donc aujourd'hui, le thème qui va nous occuper pendant 7h30 est l'école en plein air. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour en discuter ce soir plusieurs invités, à commencer par Marco Barocca-Pacard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes professeur à l'Université du Québec en Outaouais, membre du Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences. Ça, c'est pour la partie Québec. Et vous êtes chercheur associé au Centre de recherche en éducation de Nantes. Oui. Pour la partie française. Alors, merci d'être en direct du Québec avec nous. Également ce soir, pour parler de l'école en plein air, Muriel Gage. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. Vous êtes professeur des universités en épistémologie, histoire des sciences et éducation à l'Université de Montpellier. C'est tout à fait ça, oui. Voilà. Toujours depuis le Québec, nous avons également Geneviève Lessard qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur donc, à l'Université du Québec en Outaouais, également en sciences de l'éducation et plus précisément en adaptation scolaire. Vous nous direz peut-être de quoi il s'agit. Vous participez avec Marco Barocca-Pacard au programme Hors les murs qui vise à informer sur les pratiques éducatives hors de la classe. Et vous avez filmé notamment ensemble des classes promenades. Vous aurez l'occasion de nous en dire plus au cours de ce TEDUC. Merci d'être avec nous. Également Alexandre Ribaud. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Donc, vous êtes professeur des écoles en maternelle dans le 19e arrondissement de Paris, pas très loin de la Cité des Sciences d'ailleurs, et vous pratiquez la classe dehors depuis quelques temps, et donc vous nous ferez part de vos réflexions et expériences. Avec plaisir. Isabelle Sanson, bonsoir à vous Isabelle. Voilà, bonsoir à tous. Vous êtes là, merci. Donc, vous êtes animatrice pédagogique de l'association départementale de l'Ardèche de l'OCCE, c'est l'Office central de la coopération à l'école. Et vous êtes membre du chantier national pour cette fédération, EcoCop, apprendre et enseigner dehors. Merci d'être avec nous. Et enfin, Aurélie Svang, bonjour. Bonsoir. Alors, vous êtes enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation, membre du laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation à l'Université de Montpellier, comme Muriel Gage, que nous avons salué déjà ce soir. Et vous menez une recherche-action sur le thème de l'école en plein air depuis quelques mois. Et j'en profite pour signaler également que vous avez coordonné avec Jean-Michel Zakartchouk le numéro 570 des cahiers pédagogiques sur Apprendre dehors, qui sortira très bientôt le 18 juin, si tout va bien. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc, juste une petite introduction sur le sujet qui nous occupe. Pour dire que l'école en plein air fait l'objet d'un véritable engouement ces dernières années qui a été clairement accéléré par la pandémie de Covid-19 et la difficulté de réunir du monde dans des lieux clos. Du coup, cette école en plein air, qu'on appelle aussi l'école dehors, semble s'installer progressivement dans le paysage de l'école en France. On l'a vu avec la création de groupes Facebook ou de réseaux plus ou moins formels entre enseignants et formateurs ou membres de la communauté éducative. Je pense notamment au mouvement Classe dehors. Et toute la création de ces groupes, évidemment, est un signe important sur l'installation de ce phénomène en France. Alors, on reviendra pendant le TEDUC sur des éléments plus historiques liés au contexte français, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que cette pratique est beaucoup plus développée dans d'autres pays et depuis plus longtemps. À l'origine notamment du mouvement La pédagogie du dehors, venu du Danemark, qui avait ses racines en Allemagne et qui s'est popularisé donc en Allemagne, en Suisse, mais aussi en Australie, aux États-Unis,
en Chine et au Canada. On s'arrêtera donc sur l'expérience canadienne, justement, grâce à nos deux invités. Et cette pédagogie implique à minima, si on essaie de faire un peu un pont entre tout cela, le lien avec la nature, la mise en mouvement des corps des élèves et de l'enseignant, et plus globalement, une nouvelle façon de transmettre ou une autre façon de transmettre. Mais dans la réalité, on va le voir aussi, je pense, l'école dehors recouvre beaucoup de pratiques très, très diverses, dans des écoles dites alternatives, mais pas seulement. Donc, nous allons essayer de caractériser ces pratiques, de problématiser aussi ce qui fait la différence entre la classe dehors et une simple sortie scolaire, mais aussi entre la classe dehors et la classe dedans, si je peux dire. Voilà. Peut-être pour commencer, des éléments de définition, quand on dit justement la classe dehors ou l'école dehors, dehors pour y faire quoi? Est-ce qu'il s'agit simplement de déplacer la classe dehors, donc de faire classe à l'extérieur, ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose, un prétexte peut-être pour expérimenter une nouvelle pédagogie? Donc, je vais donner la parole déjà aux chercheuses et aux chercheurs sur cette question. Peut-être Aurélie Zwang, est-ce que vous auriez déjà une définition de ce concept de classe dehors, classe en plein air? Alors, il y a des définitions qui existent, hein, qui ont été établies notamment par des associations d'éducation à l'environnement. Et étonnamment, et bon, vous pourrez aussi poser la question à Alexandre, hein, la différence entre dedans et dehors, et ce qui caractérise le dehors. En réalité, il s'agit pour l'enseignant de réaliser cette équation complexe qui est, dans le contexte français, de réaliser des parties de programme à l'extérieur et en mettant en œuvre une pédagogie où l'élève est plutôt au centre des apprentissages, en tout cas de fait, puisqu'il est beaucoup plus libre de ses mouvements et il va donc avoir une attitude où il va être en questionnement et où il va solliciter l'adulte. Et donc, ce changement, alors, c'est une des possibilités. Il y a aussi une autre manière de faire classe dehors et donc de résoudre cette équation, mais je pense que Geneviève et Marco pourront compléter, qui serait de faire une simple translation en fait du dedans au dehors, parce qu'il y a la contrainte des programmes. Mais être dehors, en fait, place toute la classe dans un autre environnement et donc va forcément modifier des éléments par rapport à ce qui est prévu. Et donc, c'est toute l'articulation entre des éléments qui vont émerger des élèves et puis des éléments qui sont prévus par l'enseignant. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Aurélie Zwang. Alexandre Ribaud, je vous donne la parole tout de suite pour avoir peut-être cette parole de terrain. Vous, quand vous avez décidé de faire cette classe dehors, vous aviez au départ l'idée de justement juste faire classe dehors ou finalement c'est impossible cette simple transposition comme vient de l'expliquer Aurélie Zwang? Alors oui, j'avais cette idée de faire, comme Christelle Ferjou le dit, faire classe dehors, c'est faire classe dehors. C'est-à-dire effectivement au départ j'avais cette idée de translation, comme vous le disiez un peu au début, mais en même temps, en m'appuyant sur une partie du programme qui m'intriguait, c'était la partie jeu libre. Quand j'ai décidé de sortir, alors j'avais un peu, j'avais essayé de formaliser cette pratique en essayant de citer tout ce qu'on pouvait y faire dans le programme, etc. Et puis quand je suis sorti, je sors une demi-journée par semaine, je ne pouvais pas faire l'ensemble du programme. Et j'ai eu envie, en fait, c'est le contexte qui m'a donné envie de favoriser la pratique du jeu libre. C'est-à-dire que voilà, ce qui m'a semblé le plus pertinent et le plus intéressant à faire dehors. C'est-à-dire du jeu libre et puis d'en profiter pour mobiliser le langage. Voilà. Et ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Aurélie, c'est qu'il y a aussi, quand on sort dehors, effectivement, la translation ne peut évidemment pas être qu'une simple translation, comme elle a très bien expliqué, parce qu'on est aussi face à énormément d'imprévus dehors, une grande liberté, une nature qui évolue, etc. Et c'est aussi avec ces imprévus qu'on va jouer et qu'on va utiliser pour en faire des apprentissages. Merci beaucoup. Peut-être Geneviève Lessard pour compléter. Est-ce que quand on fait classe dehors, même voilà, en voulant appliquer les programmes, est-ce que le simple fait de changer de cadre change finalement toute la donne pédagogique?
Certainement, mais on peut penser en fait que faire l'école hors les murs ou du dehors, il y a vraiment une diversité d'approches. Puis effectivement, il y en a qui vont se rapprocher davantage de ce qu'ils font dans la classe. Puis c'est souvent un tremplin dans lequel on voit une évolution quand même des pratiques des enseignants. Mais il y en a qui vont utiliser plus l'environnement comme outil pédagogique ou pour faire des apprentissages plus multidisciplinaires. Mais donc, il y a une variété comme ça d'approches qui peut être faite. Mais certainement, même si, comme disait M. Ribaud, on fait simplement transposer à l'extérieur, on voit qu'on a un rapport espace-temps aussi qui est différent. Donc, les enfants vont agir différemment. Il va y avoir beaucoup de postures, autant de l'apprenant que de l'enseignant, qui va différer, puis donc qui va engendrer des dynamiques différentes. Est-ce qu'il y a aussi sans doute une évolution des enseignants au fur et à mesure de cette pratique, on en reparlera. C'est vrai que peut-être aussi par rapport à l'idée qu'on s'en fait a priori, il y a cette idée du lien avec la nature et du lien à l'environnement. Est-ce que c'est une définition, Marco Barocca-Paccard, sur laquelle vous insisteriez sur le fait que l'école dehors est forcément liée à l'éducation à l'environnement d'une façon globale? Alors, ouais, d'une façon générale, je ne pense pas. Je pense qu'on peut effectivement faire l'école dehors dans plein de situations et qu'on peut, comme on le disait, sortir pour transposer ce qui se vit en classe sans avoir à chercher ou à développer ce lien-là. Par contre, d'un autre côté, dès qu'on sort, on commence à établir ce lien, qu'on le veuille ou non, même en ville, parce que la nature est toujours présente. Et cette question du lien à la nature, c'est quelque chose qui est très présent, pas qu'à l'école. On a de plus en plus de travaux qui tendent à montrer l'importance de ce lien à la nature pour la santé mentale, pour la santé physique. Il y a des études qui portent à la fois sur les enfants et les adultes qui montrent l'importance d'avoir des espaces verts à proximité des lieux de vie. Donc, même si ce n'est pas recherché, je pense que c'est toujours présent. Par contre, on peut tout à fait faire des sorties en dehors de la classe sans aucun objectif d'éducation environnementale. Historiquement, il y a eu beaucoup de liens entre l'éducation à l'environnement et le fait de sortir des classes, mais ce n'est pas une obligation du tout. Alors, on reparlera justement de l'histoire dans quelques instants, mais vous faites la transition vers la question du bénéfice, parce que ce qu'on entend aussi beaucoup par rapport à l'histoire de l'école en plein air ou de l'école dehors, c'est la question de quelle amélioration, quel bénéfice on peut en retirer. Alors, on parle d'amélioration des compétences coopératives, par exemple, le travail de groupe, les relations interpersonnelles, les bienfaits sur la santé, qui là, peut-être concerne toutes les activités où le lien avec la nature est remis au centre du jeu. Alors, est-ce que c'est le simple fait d'être dehors ou est-ce que c'est le fait d'être dehors et donc de bouleverser la pédagogie qui le fait? J'aimerais peut-être qu'on entende Isabelle Sanson sur cette question, puisque vous observez, il me semble, une classe de l'Ardèche, une classe rurale qui expérimente cela depuis quelques mois et vous menez un travail de fourmi, de journal sur cette classe. Exactement, oui. J'accompagne cette classe depuis le 1er septembre, depuis le premier jour de la rentrée, donc à raison d'une fois par semaine, 2 heures tous les mardis après-midi. Et j'essaye effectivement d'observer particulièrement ce qui se passe au niveau des interrelations et de ces fameuses compétences psychosociales qui, nous, à l'OCCE, nous intéressent, puisque voilà, nos actions sont souvent en fait le moyen de développer la coopération entre les élèves. Et voilà, sans être une chercheuse avec toute la méthodologie qui convient, on note effectivement au fur et à mesure de notre expérimentation là, avec l'enseignante, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un véritable sentiment d'appartenance aussi à la fois au lieu, qui se noue en fait avec le lieu, mais aussi entre les élèves, parce qu'ils vivent quelque chose de particulier. D'ailleurs, c'est la seule classe dans cette école qui vit cette expérience, mais du coup, ça noue vraiment des relations entre eux. Après, moi, j'ai quand même… Oui. Vous dites que ça soude le groupe, en fait, c'est ça un peu l'effet? Oui, oui, c'est ça, c'est cette notion de sentiment d'appartenance à un groupe qui vit quelque chose d'unique et qui noue une relation particulière aussi avec un lieu, puisque vraiment, on va toujours au même endroit et qu'on observe bien sûr cette évolution en fonction des saisons. Il y a un attachement même, je dirais. Alors, il est favorisé par des rituels, par tout un fonctionnement qu'on met en place. Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être ce lieu, qu'on se rende plus compte peut-être de ce dont il s'agit?
Alors, la classe est donc une classe de CE2, CM1 d'une petite école rurale située à côté de Privas, en Ardèche. Donc, on est effectivement on est dans un lieu assez bucolique. On fait un quart d'heure à pied pour aller donc au bord d'un petit ruisseau. Et on a donc un espace qui est assez en longueur, hein, qui s'étend en fait le long de ce ruisseau, qui est assez boisé. Et qu'est-ce que je peux dire? Donc, ce lieu, au fil des séances, a été un peu sanctuarisé par ce rendez-vous, finalement, c'est ça? Voilà, alors c'est un lieu de passage, c'est-à-dire qu'il y a un chemin qui passe par là et qui peut être utilisé par n'importe qui, hein, n'importe quel randonneur. On a petit à petit créé un espace de rassemblement, un cercle, en fait. Alors ça participe aussi de ce lien et de ce sentiment de cohésion dans le groupe, c'est qu'on a fait un cercle. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose en classe. En classe, en général, surtout en ce moment avec les protocoles sanitaires, les enfants sont tous en randonnion, éloignés les uns des autres le plus possible. Et là, on retrouve une configuration circulaire grâce à un cercle de rondins qu'on a aménagé. C'est la seule chose d'ailleurs qu'on ait aménagé dans cet espace pour le respecter au maximum. Merci. Alexandre Rigaud, est-ce que vous avez choisi un lieu bien défini? Je crois que vous allez au parc de la Villette, mais est-ce que c'est toujours au même endroit? Alors, j'allais l'an dernier au parc de la Villette. Je trouve très important, effectivement, d'aller toujours au même endroit parce les enfants vont se familiariser avec un lieu. Il y a un attachement qui se crée, on vient d'en parler. Cette année, on nous recommande de ne pas prendre les transports, en tout cas dans notre circonscription 19e. Donc, j'ai choisi d'aller dans un square qui est juste à côté de l'école, qui est moins sauvage, mais qui a cet avantage d'être juste à côté de l'école. Donc, on gagne beaucoup de temps de transport et donc du temps sur place. Et avoir une séance qui dure 2 heures au lieu d'une séance qui dure 1 heure, ça change en fait beaucoup de choses. Parce qu'il leur faut un temps pour se poser, il y a un temps d'appropriation à chaque séance. Voilà. Ce que je voulais juste ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport aux premières choses qu'on observe quand on commence à sortir sa classe, il y a évidemment ce dont Isabelle, je crois, parlait juste avant, c'est cet esprit de cohésion de classe. C'est-à-dire que c'est clair que la classe vit une expérience toutes les semaines, une expérience forte. Et alors, quand il pleut, c'est encore mieux, mais voilà, quand on revient de cette expérience, il s'est passé quelque chose de collectif, et ça se ressent toute l'année dans un esprit de classe qui est très important. La deuxième chose qu'on va observer très rapidement, c'est un sentiment d'apaisement. Être dehors, c'est tout d'un coup ne plus avoir de problème de place, de bruit, de matériel, ce qui est quand même énorme quand on dit ça aux enseignants, et du coup, on a quelque chose de tout de suite très apaisé. Si je peux me permettre rapidement un exemple, la semaine dernière, donc moi j'ai une classe de petite et moyenne section, et la semaine dernière, je suis dans une école polyvalente, et la semaine dernière, on a choisi d'inviter une autre classe de mon école, qui est une classe de CM2, qui est une classe en difficulté cette année, puisque l'enseignante était un peu déprimée, dépressive, elle est partie, il y a eu des remplacements, voilà, donc une classe très difficile, qui est reprise en main par une enseignante voilà, assez solide, mais qui était très intéressé par cette pratique de la classe dehors. Et je lui ai dit, bah, écoute, viens voir, viens avec ta classe et puis on va voir ce qui se passe. Ils sont arrivés avec nous, ils ont fait les rituels avec nous, c'est CM2. Et on leur a donné une seule mission. Alors, c'est des CM2 qui s'invectivent toute la journée, qui se disputent. Voilà, une classe parmi laquelle, où l'enseignante a vraiment du mal à créer un climat de classe favorable aux apprentissages, on va dire. Et ils sont sortis avec nous. On a fait ces rituels, c'est-à-dire qu'on a chanté notre chanson, on a expliqué les règles de la classe dehors, je leur ai même expliqué pourquoi je faisais la classe dehors. Et après, j'ai donné une seule consigne à ces CM2. Je leur ai dit, voilà, vous avez un seul objectif, c'est que vous devez faire une activité avec un de mes petits. Ça dure 5 minutes, ça dure 1 heure, mais vous faites une activité avec eux. Et ensuite, vous venez raconter ça à votre maîtresse. Et en fait, tous ces CM2, pendant 1h30, ont joué main dans la main avec leurs petits. Alors, je t'aide à grimper à l'arbre, je fais de la peinture à deux, je vais faire un herbier, etc. Et tout d'un coup, on a eu des scènes qu'elle avait absolument jamais observées dans sa classe, évidemment, la maîtresse, où on avait un peu brisé cette communauté qui se disputait tout le temps. Tout d'un coup, ils étaient sur de l'accompagnement d'un plus petit, sur quelque chose de très, très agréable. Et voilà, ça nous a surpris nous-mêmes.
Et la maîtresse a dit, je n'imaginais pas à quel point c'était apaisant de se retrouver dehors. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose. Je ne sais pas si mon exemple illustre très bien ce que je disais, mais enfin bon. En tout cas, c'est vraiment la deuxième chose qu'on observe, c'est quelque chose de très apaisant pour les enseignants, enfin pour les élèves et aussi pour les enseignants. Et je terminerai par une troisième chose qui s'observe très vite, parce qu'on parle de coopération, tout ça, c'est des choses qui prennent plus de temps, qui vont avec évidemment une cohésion de classe, etc. Mais voilà, ça prend plus de temps à observer. Mais une chose qu'on va aussi très vite observer, c'est qu'on va travailler sur la concentration des élèves. Et un élève qui est dehors en train de faire un herbier, qui a de la place, qui a de l'air, il est moins dérangé, il est apaisé, et on va observer des élèves qui se concentrent, qui se concentrent plus longtemps. On va travailler là-dessus. Et je trouve que c'est ces trois choses que moi j'ai observées très vite. C'est-à-dire la cohésion, l'apaisement et la capacité de concentration. Voilà. Qui est lié tout ça évidemment à un bien-être. Voilà. Oui, merci. Alors avant peut-être de passer la parole à Muriel Gage, qu'on n'a pas encore entendu sur le lien historique aussi avec l'enseignement des sciences, je voulais qu'on entende Geneviève Dessart qui souhaitait réagir, je crois, par rapport à la question de l'élève en difficulté. Finalement, dans ce cadre de l'école dehors, qui bouleverse finalement tous les codes pédagogiques de l'école dedans, l'élève en difficulté se retrouve dans un autre statut pour lui-même et pour les autres, en fait, c'est ça? Tout à fait, mais l'exemple qui vient d'être mentionné, il n'y a pas eu de consigne par rapport à un savoir, à un objet précis. Donc, je dis au rapport à l'apprentissage, à la forme scolaire. Donc, l'enfant, il y a tout un espace qui lui est consacré pour faire valoir des choses qu'il sait. Donc, le fait d'être sorti de les classes et de les mettre dans un environnement différent, donc, on voit vraiment un changement de posture puis de statut de l'élève à l'extérieur des murs. Donc, du coup, au sein du groupe, les gens ou les autres enfants peuvent référer à cet enfant-là qui est habituellement peut-être exclu ou beaucoup plus ségrégué dans la classe. Donc, ça permet de déconstruire beaucoup de perceptions par rapport à ces enfants-là. Puis, justement, en changeant leur environnement, même quand ils reviennent en classe, comme ils ont été reconnus compétents dans un champ où il y a une expertise qui leur est reconnue, eh bien là, les autres enfants peuvent s'appuyer et construire à partir de ça. Donc, ça leur ouvre une porte pour pouvoir changer en tant qu'apprenant au sein de l'institution scolaire. Est-ce que ce que vous dites est valable pour les sorties scolaires, par exemple la sortie au musée, la sortie où finalement il faut que quelque chose s'installe dans la durée? Là, on entendait les témoignages qui parlaient de rituels. Donc, c'est aussi, on sent qu'il y a quelque chose qui s'installe dans le temps. Avec l'école en plein air, ça ne peut pas être juste un élément comme ça. Mais est-ce que ce que vous observez sur ce changement de statut, c'est valable pour la sortie scolaire? C'est certain qu'il y avait l'idée de régularité qui revient souvent à la fréquence. Mais là, c'est pas tellement ça, mais la liberté qu'ils ont. Hein, le titre qui a été donné à notre article, c'est « On est libre ». Les enfants le nomment. Si on va au musée, il y a des règles, il y a toutes sortes de conventions à tenir. Puis ça, les enfants, la voix des enfants qu'on recueillait dans nos témoignages le disait clairement, c'est que leur enseignant, il y a des conduites qu'ils peuvent avoir à l'extérieur, donc se déplacer, bouger, parler, crier, s'exprimer, avoir cet espace-là. Donc, si on est au musée, il n'y a pas forcément cet espace-là. C'est vrai, on en avait parlé lors d'un TEDx justement du musée comme contrainte, hein, pour ceux qui ont vu des précédents. Du coup, je vais faire un petit retour dans le passé pour parler des premières classes dehors avec Muriel Gage. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être refaire un peu un focus sur, à partir du moment où on sort les élèves de la classe, au début du XXe siècle, de quoi il s'agit. En fait, on parle de classe promenade exactement comme aujourd'hui au Québec, mais le sens n'est peut-être pas exactement le même. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Oui, effectivement, hein, ce sont des contextes qui sont très différents de la situation actuelle. En fait, l'idée d'amener les élèves à l'extérieur pour faire classe, c'est lié aux enjeux qui sont assignés à l'enseignement des sciences. Et en France, en tout cas au moment républicain, le moment finalement des lois Ferry, c'est-à-dire on est à la fin du 19e siècle, avec la question de la gratuité, de l'obligation, de la laïcité, les sciences entrent à l'école. Et les sciences entrent à l'école, notamment avec l'idée derrière de se positionner contre les leçons de morale qui sont des injonctions pour les enfants. Donc,
amener les sciences à l'école, c'est permettre à des enfants de se faire leur propre opinion, par exemple en mobilisant l'observation. Et la première étape d'un enseignement des sciences, c'est un enseignement qui est basé sur l'observation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le système français, ce qu'il faut bien comprendre dans la période du tournant du 19e et du 20e siècle, c'est qu'il existe que l'école élémentaire, c'est un ordre premier pour lequel les enfants, c'est l'école du peuple. Les enfants vont entrer à l'école au moment où elle devient obligatoire et gratuite, mais à la fin du primaire, ils ne vont pas aller au collège et au lycée. Donc, ça veut dire que la destinée de ces enfants-là, leur destin social est ancré à l'avance. Et les enfants, quand ils ont 12 ans, ils vont embrasser la profession du père pour les garçons et le métier de mère de famille pour les filles. Ça veut dire que l'école primaire, elle a pour vocation de préparer à la vie. Ça veut dire que, certes, on va ouvrir et notamment permettre la scolarisation de tous, mais chacun son monde. Les enfants de la bourgeoisie vont, eux, apprendre à lire et à écrire dans les petites classes du lycée. Et l'enseignement, là, il est éminemment culturel. L'enseignement de l'école primaire est un enseignement concret, un enseignement pratique, un enseignement utilitaire, mais pas utilitariste. Voilà. Quand on a compris ça, on comprend pourquoi il faut savoir un certain nombre d'éléments concernant l'environnement, y compris l'environnement professionnel de ces enfants au sortir de l'école. Par exemple, on va travailler avec des objets. Alors, c'est la leçon de choses incarne particulièrement bien, finalement, ces enjeux liés à l'enseignement des sciences. Et on va étudier la chose parce que la chose, je dois la connaître pour pouvoir en faire un usage. Je suis censé pouvoir, au sortir de l'école, en faire un usage. C'est par exemple le couteau, les objets pour couper, la scie. C'est par exemple connaître les fruits et les légumes en fonction des saisons. On va avoir une leçon dans le sud de la France, à Montpellier, par exemple. On le voit bien dans tous les cahiers d'élèves, que tout le monde a travaillé. Une des premières leçons, c'est la leçon autour de la vigne. Et donc, on va travailler sur la grappe de raisin qu'on va tenir entre ses mains. C'est la chose qu'on tient entre les mains, qu'on amène dans la classe. Et l'enfant va se faire sa propre opinion par rapport à cette chose-là, puisqu'il l'a entre les mains. Le raisin, il est noir, il n'est pas rose, il n'est pas... Et je me fais ma propre opinion par rapport à ça. Vous voyez, je vais pouvoir goûter, je vais pouvoir ensuite dessiner, schématiser, légender. Voilà, on travaille autour de la chose. Et cette culture-là, de la leçon de choses, elle est en lien direct avec les intentions des enjeux qui sont liés à l'enseignement des sciences à l'école élémentaire dans ce contexte-là, la scolarité obligatoire étant l'âge de 12 ans. C'est-à-dire qu'à 12 ans, les enfants vont travailler ou devenir mères de famille. Je vous donne juste un exemple de ce que peut être un cours d'enseignement ménager, par exemple, pour les jeunes filles. Eh bien, dans les années 30, où on va faire les premières notions, par exemple, d'électricité, eh bien, dans les manuels scolaires pour les jeunes femmes, il va y avoir un fer électrique ouvert et la fille doit être capable, en mesure de réparer son fer à repasser, par exemple. On est typiquement dans les leçons de sciences de la période. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vis-à-vis de l'extérieur, ces leçons en classe et en promenade, on va ramener des petites collections, soit des minéraux, soit des objets qu'on ramène de la maison, de la ferme, de l'atelier. Et puis en extérieur, on va ramener des collections des minéraux, par exemple, ou des végétaux, et qu'on va amener dans ce qu'on appelle le musée de la classe ou le musée de l'école, qui est un petit laboratoire finalement, puisqu'on n'a pas d'autres, ou en tout cas pas beaucoup d'autres dispositifs pédagogique. Donc, aller à l'extérieur, c'est à la fois pouvoir aller chercher les choses qui font partie de l'environnement de l'élève, de l'environnement, lui, en tant qu'élève, mais aussi lui, en tant qu'adulte qui va travailler dans cet environnement-là, dans cet enseignement qui est éminemment pratique, concret, utilitaire. Avec une destination sociale bien définie à l'avance, on l'a bien compris. Alors peut-être qu'on va faire l'aller-retour avec le présent pour voir ce qui a changé, même si depuis les années 30, il y a eu d'autres étapes, vous nous en reparlerez peut-être
Muriel Gage. Aurélie Svang, par rapport à la recherche-action dont vous faites partie du comité de pilotage de cette recherche-action pilotée par le FREN, le réseau École et Nature. Vous coordonnez ce qui se passe sur le territoire de Poitou-Charentes. Est-ce que vous pourriez parler justement de ce que vous observez sur le terrain pour qu'on voit un petit peu la différence? Aujourd'hui, on sort, mais on utilise l'extérieur, pas forcément pour le ramener à l'intérieur de la classe, mais pour s'en servir de terrain de départ à une autre pédagogie. Alors, c'est très important, je ne coordonne pas, j'accompagne. Voilà, c'est très important parce que c'est une recherche-action participative, oui. Ce qui veut dire qu'une partie des observations, même la quasi-majorité des observations, sont faites par les enseignants eux-mêmes. Alors, des enseignantes, parce qu'en fait, il y a quasiment que des femmes. Et je vais rebondir sur ce qui a déjà été dit, finalement. Oui. Notamment, alors, il y a plusieurs points. Donc, sur la question du lieu, ce qui revient donc, dans les témoignages des enseignantes, c'est que les lieux sont investis en dehors de la classe dehors. C'est-à-dire que les enfants vont revenir sur le même lieu. Donc, ça montre qu'il y a une appropriation et qu'il y a, alors par exemple, ils vont revenir dans la forêt. Alors, une forêt qui n'était pas particulièrement investie avant par les familles. Et là, d'un seul coup, ça change. Alors, Alexandre aussi m'a raconté la même chose sur le parc qui est juste derrière l'école, qui avait mauvaise réputation. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a des retombées très importantes sur la manière dont le territoire est investi. Donc, ça va même au-delà, finalement, de la classe en elle-même, enfin, du système scolaire. Sur les aspects d'apaisement, il y a une école qui a fait des observations systématiques. Donc, c'est l'école Renaudot à Poitiers. Donc, le protocole a consisté pendant 16 séances à mesurer pendant 15 minutes le langage des enfants. Et, par exemple, des élèves qui étaient au départ timides sont devenus très bavards. Donc, il y a des changements de comportement, en fait, très nets de l'intérieur vers l'extérieur. Et ces changements de comportement, on les voit aussi dans l'entraide. Donc, ils ont mesuré également aussi les gestes d'entraide, les conflits, les crises, les pleurs, etc. Et donc, on a des très beaux graphiques sur l'ensemble des séances. Alors, sur ce cas-là, parce que sur d'autres classes, c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, on voit très nettement une diminution des conflits, une diminution des crises. C'est vraiment... c'est étonnant, d'ailleurs. Et puis, une augmentation de ce qu'elles ont caractérisé comme étant des gestes d'entraide, des gestes de partage. Et on a l'impression qu'il y a là un vase communicant. Et ce qu'elle note également, c'est que la régularité compte, c'est-à-dire que lorsque les enfants reviennent des vacances, leur comportement au départ n'est pas le même, et après, il y a un apaisement. Donc ça revient. C'est ça. Et par rapport à la concentration, donc une autre école a fait des mesures de concentration à un moment très particulier. Et en fait, au moment du rassemblement, justement, autour d'un cercle. Donc, avec des comparaisons, est-ce que les élèves sont concentrés donc, au moment de ce cercle à l'intérieur et à l'extérieur? Et en réalité… Excusez-moi, il y a une question dans le chat. Il s'agit d'élémentaires, c'est ça? D'enfants de quel âge à peu près? Ah, là, ce sont des enfants de maternelle, là, de l'école Renaudot, là, dont je parle. Et les enfants dont je parle là, ce sont des enfants qui sont issus de différentes, qui sont multiniveaux, en fait, puisque c'est une école, là, en l'occurrence, une école privée. Donc, il y a eu des mesures de concentration. Et ce qui a été constaté, c'est que la concentration immédiate n'est plutôt pas là, en fait. Mais par contre, une fois que les enfants reviennent à l'intérieur,
il y a une beaucoup plus grande disponibilité pour les apprentissages. En fait, quand ils sont à l'extérieur, ils vont se concentrer, finalement, ils vont se concentrer sur l'extérieur, ils vont être plus en observation. Et puis, après, par contre, il y a un bénéfice une fois retournés en classe. Voilà pour quelques observations. Ouais, comme si le cadre extérieur permettait de lâcher des choses qui ensuite sont plus apaisées en classe. Tout à fait. C'est extrêmement intéressant. Alors, je vois passer des petites questions parfois dans le chat sur comment on fait, les rituels, etc. Avant peut-être de venir à cette pratique-là, je voulais qu'on parle des freins, c'est-à-dire que les enseignants qui souhaiteraient mettre en place ces mécanismes, dispositifs d'école en plein air peuvent faire face à des freins, soit leurs propres freins, soit les freins, on va le voir peut-être, de la hiérarchie des parents. Marco Barocca-Pacard, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? Quels peuvent être les principaux freins qu'on rencontre dans le système éducatif, que ce soit en France ou ailleurs? Qu'est-ce qui peut freiner un enseignant? Oui, c'est une question très complexe. Si on prend le cas de la France particulièrement, il y a aussi un historique des sorties scolaires qui a conduit à beaucoup renforcer tout ce qui est normes. En particulier, il y a eu l'accident de la DRAC en 1995 où une classe d'élèves de primaire, je ne sais plus combien il y a eu de morts, mais c'est vraiment dramatique, qui était sortie sur une rivière. Il y avait un barrage au-dessus qui a été déversé et suite à ça, il y a eu un renforcement très fort des normes qui sont demandées aux enseignants dès qu'ils veulent sortir avec des élèves, ce qui rend très complexe dans la réalité des établissements souvent de mettre en place des sorties scolaires de grande ampleur. C'est-à-dire que ça a réduit beaucoup la capacité qu'on avait, qui a beaucoup existé dans les années 70-80, de sortir plusieurs jours avec des élèves dans le milieu formel. On fait assez facilement des sorties à la journée, à la demi-journée, des choses comme ça, mais toute cette historique qui a existé à un moment d'emmener des élèves sur des longues périodes est devenue plus complexe, beaucoup plus normée. Ça continue à se faire évidemment, hein, mais c'est toute une organisation pour les enseignants. Il faut vraiment avoir envie, il faut vraiment être motivé parce qu'il y a un nombre de normes qui s'est renforcé. Là, vous parlez des séjours nature, par exemple. Alors, des séjours nature ou de toutes sortes qui nécessitent de dépasser l'horaire scolaire, en fait. Dès qu'on dépasse l'horaire scolaire, ça devient très compliqué. Et malheureusement, cette tendance-là au renforcement des normes et des mises en œuvre, elle est plutôt en augmentation qu'en diminution. On ajoute de plus en plus de normes, on fait de plus en plus attention à la sécurité des enfants, ce qui est très bien en soi, mais c'est quelque chose qui est très bloquant pour les enseignants dans le fait d'envisager des sorties de grande ampleur. Ce qui est illustré là dans tous les exemples qu'on a, c'est des sorties qui sont mises sur le temps scolaire. Donc, effectivement, avec des classes de primaire ou de maternelle, tout ça, c'est faisable parce qu'on a cette régularité en tant qu'enseignant. Mais pour des classes de secondaire, ça devient beaucoup plus complexe, ce type de situation, parce qu'un enseignant, quand il a une heure de cours à l'emploi du temps, et s'il y a une heure de transport, ça ne marche pas. Donc, ce qui reste pour l'enseignement secondaire, c'est les obligations plus ou moins légales du programme ou les initiatives. Mais les obligations, notamment dans l'enseignement des sciences, on a des sorties scolaires qui sont au programme. Il faut faire ces sorties scolaires-là. Par contre, ça conduit effectivement à une vision qui est celle qui n'est pas celle que décrivait Muriel, mais qui est quand même un peu l'héritière de ça. C'est-à-dire qu'on ne va plus chercher les métiers dans l'environnement, mais on va quand même dans l'environnement pour y chercher des éléments qui sont en lien avec le cours qu'on va ramener dans la classe. Donc, on va sortir pour aller voir, par exemple, la réalité des paysages, des roches, etc. dans la région. Mais cette sortie, elle est très cadrée, elle rentre beaucoup dans un programme parce qu'elle n'a pas le temps de se déployer. Elle serait très différente si les élèves partaient une semaine. Ça existe parfois, hein, les élèves partent une semaine. Dans ce cas-là, c'est très différent ce qui est vécu parce que tout ce qui est décrit là dans les expériences de la cohésion de groupe, du fait de sortir de ses habitudes scolaires, va se vivre sur une période plus longue. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les freins actuellement à ces niveaux-là. C'est-à-dire que c'est des contraintes institutionnelles et normatives qui bloquent beaucoup. Et puis l'autre chose, plus globalement quand même, c'est notre rapport au risque dans la société. C'est-à-dire qu'on est dans une société, il y a eu le Rick Beck là, qui a écrit La société du risque il y a bien longtemps maintenant. On est dans une société, moi je trouve parfois schizophrène avec la notion de risque. C'est-à-dire qu'on ne tolère plus le risque. Il faut qu'il y ait toujours une responsabilité derrière. Il ne peut plus y avoir d'accident quasiment dans cette société sans qu'on cherche des responsabilités. Et ça, c'est encore pire au Québec, par exemple, par rapport à la France, où la moindre chose qui se passe mal peut tout de suite être judiciarisée, et où donc on met de plus en plus de normes qui contraignent énormément
le vécu que peut avoir un enfant. Et quand on sort un enfant, il y a toujours une prise de risque malgré tout. L'environnement naturel ne peut pas être sécurisé comme l'environnement d'une classe. C'est impossible. Il y a toujours la possibilité qu'une branche d'un arbre tombe, même si la forêt est entretenue, même si, il y a toujours un risque. Et on voit les pays, par exemple, d'Europe du Nord, qu'on prend souvent comme exemple, qui ont souvent un rapport très différent au risque et à la nature que celui qu'on peut avoir en France, par exemple. Et ça, c'est un autre frein qui est plus culturel cette fois-ci, qui est comment est-ce qu'on envisage ce rapport au risque individuel dans la société en général et comment on le transpose à l'école dans les sorties scolaires. Dans les points institutionnels, il y a aussi la difficulté de ramener au programme ou de ramener à la question de l'évaluation, par exemple, ce qu'on a fait dehors. Alors, je ne sais pas, Alexandre Ribaud, comment vous avez formalisé par rapport à votre inspection, votre dossier qui vous a permis d'organiser ces moments d'école dehors, ces demi-journées. Est-ce qu'il faut monter un dossier qui fait X pages et qui est très fastidieux pour prouver, montrer patte blanche et dire qu'on va vraiment appliquer le programme scolaire? C'est comme ça que ça se passe? Alors, c'est comme ça que j'ai fait parce que j'ai fait ça en septembre 2019 et qu'il n'y avait pas cet engouement autour de cette pratique à l'époque. Donc, j'avais besoin sans doute de rassurer ma hiérarchie, de me rassurer aussi moi-même. Donc, en listant effectivement un dossier, mais que je partage sur mon site. Donc, on peut tout à fait faire un copier-coller voilà, pour assurer son entourage et ses collègues et ses directeurs. Et aussi ça m'a aussi permis de pouvoir formaliser cette démarche et de pouvoir en parler. Et c'est très important. Et je vais rebondir sur une question qui a été posée là sur le chat, puisqu'on se heurte aussi aux parents. Aux parents, oui, je voulais vous poser la question. Voilà, avoir formalisé sa démarche et savoir où on va et savoir comment ça va se passer, même si évidemment on est dans le tâtonnement et que la pratique va évoluer tout au long de l'année, ça ne m'a pas semblé si difficile de ça que de convaincre les parents. Par contre, il faut le faire en amont et il faut le faire lors de la réunion de pré-rentrée, par exemple, de rentrée, et puis il faut continuer à le faire toute l'année. C'est-à-dire qu'on explique la démarche, on fait en sorte qu'il y ait tout le monde à la réunion le premier jour, enfin la première réunion, et on va expliquer cette démarche, on va expliquer les bienfaits, on va expliquer l'idée qu'on a derrière, et puis on va rassurer sur les contenus. Voilà, et je pense que, moi, j'ai pas eu d'obstacle par rapport aux parents parce qu'ils avaient bien compris la démarche. Alors, c'est vrai que quand arrive l'hiver, on a quelques réticences, vous sortez quand même et tout ça. Là, voilà, il faut trancher rapidement la question en disant que ce n'est pas un débat. Et puis faire circuler des photos en disant, vous voyez, comme ils s'amusent, ils ont sauté dans les flaques, etc. Et oui, ils se sont salis et c'était génial et c'était la meilleure séance. Voilà. Donc, il faut aussi beaucoup communiquer avec les parents. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est un des freins. Il ne faut pas oublier que les parents font aussi, c'est l'opportunité de les associer finalement à tout ce travail, puisque vous avez besoin d'accompagnateurs. Donc, c'est aussi une formidable occasion de coéducation. Oui, tout à fait. Alors, moi-même, je ne l'ai pas assez fait parce que j'ai un papa qui vient systématiquement. Donc, je me suis reposé complètement sur lui, le même, qui est très fan de cette pratique. Il faut un parent pour 8 enfants en maternelle en France. Donc, si on a son ASEM, une classe de 24 élèves à peu près, on a 1 ou 2 parents, ça suffit. Mais effectivement, ça peut être l'occasion de faire venir des parents qui viendraient peut-être plus difficilement aussi dans les classes, mais qui vont être plus à l'aise de venir dans une pratique dehors. C'est aussi un temps pour échanger, souvent un temps un peu privilégié pour échanger aussi avec eux, parce qu'on a plus de temps. Voilà, surtout si on est en jeu libre et qu'on regarde ses élèves jouer tout seuls. Donc voilà, donc effectivement, voilà, mais c'est un frein qui peut être important, c'est-à-dire que c'est la crainte, on l'a dit à l'instant, la crainte juridique, la crainte du risque, et puis la crainte des parents, la crainte du regard des autres. Moi, j'ai été le premier et le seul pendant un moment à faire ça dans mon école, donc on est en situation de faiblesse quand même, c'est-à-dire qu'on est facilement, il n'y a pas longtemps, une maman, justement, alors c'est un exemple, un contre-exemple, mais s'énervait parce que sa fille était revenue sale de la sortie. Et dans son énervement, elle m'a dit, mais de toute façon, qu'est-ce que vous faites dehors? Et voilà, on est toujours sujet à ce genre de critiques. Ça vous affaiblit, mais voilà, il faut continuer, quoi. Il faut résister, il faut continuer. Et l'autre crainte qui n'a pas, qui a l'autre frein, le dernier frein, c'est évidemment un frein par rapport au contenu. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui auront beau faire des tableaux, comme j'en ai fait dans mon dossier, vont se dire qu'est-ce que vraiment je vais faire dehors, est-ce que je vais réussir à mettre des apprentissages, etc. Voilà. Alors, on peut rappeler que vous avez particulièrement travaillé les questions de langage, justement, ce qui peut paraître pas forcément évident avec le lien à l'extérieur, mais c'est notamment des compétences que vous avez développées dans vos sorties. Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, quand je suis sorti,
j'avais pas une idée fixe de ce que j'allais faire. J'avais listé plein de choses et quand vous sortez, en fait, au bout de quelques séances, vous vous rendez vite compte de la diversité des choses que vous pouvez faire. Je dis souvent, pardon pour ceux qui m'ont déjà écouté, mais la première fois que vous allez dehors avec une classe, c'est comme la première fois que vous allez sur Pinterest. Vous êtes dépassé par toutes les possibilités que vous avez. Je pourrais faire ci, les élèves vous proposent plein de choses et ça vous fait penser à ça, etc. Voilà. Et surtout quand on est enseignant en maternelle, on est toujours en quête de propositions. Donc, on est très vite submergé par les idées de choses et qui rentrent dans le programme qu'on pourrait faire. Donc, on est très vite rassuré à ce niveau-là. Bon, moi, je sors une demi-journée, alors maintenant plus, mais à l'époque, une demi-journée par semaine. Je n'allais pas faire l'ensemble du programme en 1h30. Donc, j'ai choisi de me focaliser, comme je le disais tout à l'heure, sur le jeu libre et sur le langage. Le langage, parce que ça m'a semblé simple, ça m'a semblé rassurant pour l'institution. On va faire du langage en maternelle, tout le monde s'y retrouve, etc. Et j'ai commencé par mettre en place des choses très simples. C'est-à-dire j'ai commencé à demander à chacun de mes élèves, dans l'après-midi du jeudi, de verbaliser tout ce qu'ils avaient fait le matin. Voilà, vous allez tous me faire une phrase qui commence par « ce matin en forêt, j'ai ». Voilà. Et puis, j'ai noté toutes ces phrases tout au long de l'année. Et puis après, j'ai amené des photos. Hein, tiens, toi, lui, il a fait ça. Puis on a regardé la photo. Ah oui, il a fait ça la dernière fois. Et puis voilà, j'ai amené des photos d'objets qu'on avait trouvés ou d'objets qu'on emmenait. Et du coup, j'ai enrichi un lexique, j'ai enrichi des phrases. Et j'ai fait comme ça des choses très simples au début. Voilà, en parlant beaucoup, en étant dehors, sur ce que l'enfant est en train de faire, sur ce qu'il a envie de faire, avec qui il le fait. Et puis en parlant, en étant retourné en classe sur un langage plus d'évocation, où on va raconter ce qu'on a fait, quoi. Et même un langage d'anticipation, puisque j'ai passé la 3e étape où maintenant je leur demande qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire la prochaine fois. Voilà. Avant de donner la parole à tous ceux qui nous écoutent, je voulais peut-être rebondir sur ce que vous venez de dire et laisser la parole à Geneviève Lessard par rapport à ce que vous observez au Québec. C'est ce même type de pratique, c'est-à-dire on sort pour développer des compétences. Vous avez vu des choses extrêmement variées, il me semble. Alors, je mettrai toutes les références, hein, que ce soit le site d'Alexandre Ribaud ou toutes les références qui ont été citées du TEDUC dans le compte-rendu. Hein. Donc, évidemment, vos vidéos sur Hors les murs seront indiquées. Mais si vous pouvez nous en parler un petit peu de ce que vous avez constaté au fil de vos recherches. Ça, en fait, on a vu effectivement différents types de pratiques. C'est sûr qu'avec les plus petits, pour chez nous, c'est plus facile à justifier dans la mesure où c'est vraiment axé sur le développement global, donc autant la motricité. Donc, c'est vraiment très, très facile de pouvoir justifier sans même avoir une intention didactique très précise. Par contre, plus on avance dans le cursus, plus c'est complexe, cette justification-là, parce que dans le fond, l'idée aussi d'aller à l'extérieur et de s'imprégner de ce que les élèves vont nous parler, vont nous amener, ça présuppose qu'on n'a pas tout programmé à l'avance. Donc, on voit aussi cette difficulté-là, puis ce stress-là par rapport au corps enseignant, après ça, vouloir surstructurer ce qu'il va aller faire dehors pour être sûr de le justifier. Mais du coup, on a vu différentes démarches, un peu comme M. Ribaud, où là, on parle plutôt peut-être de l'école sans mur, c'est-à-dire qu'il y a les va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur, où là, les enfants vont être plus libres à l'extérieur et on va réinvestir ou on va formaliser, objectiver les savoirs, ce qui a été fait à l'extérieur pour après ça pouvoir légitimer auprès, par exemple, des directions d'école ou des collègues ce qui a été fait, puis comment c'est retenu, construit par les enfants. Donc, il y en a qui utilisent même le dessin avec les plus petits, là, le mapping. Donc, ils vont plutôt faire une planification a posteriori. Donc, après, on fait un retour sur ce qui a été appris et construit et on peut le relier au programme. Mais donc, plus on avance effectivement avec les plus vieux, plus c'est complexe cette idée-là de justifier parce que, par exemple, certaines institutions vont demander à l'enseignant « mais tu dois me dire exactement ce que tu vas aller faire dehors pour que je puisse te donner l'autorisation, par exemple, d'y aller. » Dans l'une des vidéos que vous avez faites, on voit une enseignante qui part faire des mathématiques, mais en regardant le numéro des rues de chaque maison dans une rue pour les suites de nombres, mais elle est quand même obligée de traverser un champ au départ et il se passe plein de choses, on entend des animaux, etc. Donc, on est parti regarder les numéros des immeubles ou des habitations et puis il se passe plein de choses en cours de route. Donc, on est dans la surprise. Exactement. Donc, c'est des enseignants qui, pour se rassurer, s'offrent un cadre. Donc, autant qu'il y en avait une, par exemple, qui a fait une activité sur les boussoles, mais à un moment, ces élèves sont partis à la course avec un arbre, ils ont investi un trou, puis après ça, ils se sont inventés plein d'histoires de prédateurs et tout. Mais comme l'enseignante le verbalise, elle ne pouvait pas arrêter ce moment-là. Elle l'a laissé. Et donc, ce qu'elle avait prévu a quand même été travaillé avec l'orientation nord-sud-est-ouest, comme l'autre enseignante avec les régularités.
mais elle a investi ce qu'un petit enfant a nommé par rapport aux traces de chevreuil, la direction, comment il a su identifier le chevreuil. Donc, c'était intéressant pour eux, au lieu de se laisser complètement aussi ouverts, mais ont pu partir, par exemple, avec une planification, mais en se laissant beaucoup, beaucoup d'ouverture. Donc, être capable de suivre les enfants, mais avec en tête peut-être une idée de départ. Merci beaucoup pour vos interventions. Je crois que Marco Barocca-Pacard voulait dire un petit mot. Je vous laisse 2 petites minutes, parce qu'on doit laisser la parole aux questions. Oui, très rapidement, juste pour dire que par rapport à ce que vient de dire Geneviève, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que beaucoup des expériences dont on parle sont plutôt centrées sur le primaire, mais cette question-là des savoirs, elle se pose vraiment fortement au secondaire dans le cadre des disciplines scolaires, parce que ce qui est dit par Geneviève et cette souplesse qu'on peut déjà difficilement mettre en place au primaire devient excessivement complexe au secondaire, où c'est un enseignant par discipline, un programme très contraint, et où ce moment-là spontané, qui est extrêmement riche, ce n'est pas forcément l'enseignant qui est sur place qui peut s'en emparer, parce que ce n'est pas dans sa discipline. Donc, il y a aussi une complexité vraiment différente au fur et à mesure qu'on évolue dans le système, et au fur et à mesure où les disciplines se séparent, s'individualisent, et se séparent aussi en termes d'enseignement et d'enseignants. Peut-être que ça fonctionne justement au prix de projets d'établissement dans le cadre du secondaire. Enfin, quand les équipes enseignantes sont très soudées et travaillent ensemble, j'imagine, peut-être qu'on pourra reparler de ça. Alors, j'invite tous les participants de ce soir qui le souhaitent à poser des questions. Donc, soit vous allumez caméra et micro, ou seulement micro, et puis on vous laisse la parole, sachant que je rappelle donc que le Zoom de ce soir est enregistré et sera diffusé sur les chaînes YouTube d'Univers Sciences et de la Cité des Sciences. Donc, voilà, pour ceux qui ne souhaitent pas être filmés, rallumez simplement vos micros. Donc, c'est à vous. Il vaut mieux qu'on vous entende plutôt que vous passiez par le chat. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions parmi les participants. N'hésitez pas à prendre la parole. Je vous laisse une petite minute. Oui, alors, Gillian ou Gillian, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est à vous. Attendez, oui, pardon, c'est Gillian. Oui, bonsoir. Enchantée, j'ai juste, voilà, comme ça, excusez-moi. Merci, je suis arrivée tardivement, je n'avais pas le bon lien, donc je crois que j'ai raté un quart de discussion au départ, donc je suis désolée si vous avez déjà traité le sujet. Je suis doctorante en STAPS à l'Université de Strasbourg dans le laboratoire de 1342 et actuellement on est en train de faire une recherche autour de la petite enfance. Donc on a vu qu'il y a pas mal de choses sur les 6+, voire les 3-6 en maternelle. Et là on est en train de regarder même âge de crèche, 0-3, qu'est-ce qui se pratique à aller dehors. Et c'est peut-être, je voulais juste partager un peu cette recherche parce que ça m'intéresse beaucoup, tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, j'ai envie de partager par la suite. Et puis aussi, j'ai vu quelque chose sur Tous dehors Belgique. Il y a aussi un réseau qui commençait, un collectif Tous dehors France, qui est en train de se monter actuellement. Donc, ça, c'est assez intéressant. On devrait voir le site Internet bientôt pour partager avec vous. Et peut-être une autre question, c'est est-ce que vous avez parlé dans toute cette scolarité de faire la classe dehors, d'aller faire l'école de dehors, est-ce que c'est dans un objectif scolaire aussi pour l'enfant? Est-ce que c'est quelque chose qui est... enfin voilà, j'ai entendu beaucoup de choses sur le comportement qui a changé, la concentration, etc. Quand vous justifiez, est-ce que c'est dans la justification niveau scolaire ou est-ce que vous arrivez à l'inscrire dans un plus général, global pour le bien-être de l'enfant? Alors voilà, est-ce que c'est le cadre scolaire ou c'est le bien-être de l'enfant? Je ne sais pas, Aurélie Spang, vous avez plusieurs exemples d'écoles dans votre besace. Est-ce que vous avez noté quelque chose par rapport à ça? Mais en fait, cette approche-là de la classe dehors, elle s'adresse forcément à l'enfant dans toutes ses dimensions, hein. On parle d'approche intégrative, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, eh bien, vont être mobilisés le cognitif, mais aussi l'affectif, mais aussi le corps. Et donc, de fait, ça va nourrir l'enfant.
Et c'est peut-être là où il se passe quelque chose. En tout cas, laisser la place justement à l'émergence, c'est aussi mettre un petit peu plus, en tout cas de fait, l'enfant un petit peu plus au centre, au cœur de son apprentissage et aussi accueillir ce qui se passe aussi pour lui. Donc, c'est une manière effectivement de le considérer en tant que personne, en tant que sujet. C'est clairement. Donc, effectivement, ça décale un petit peu le curseur scolaire, mais il y a pris, en fait, au départ, c'est par rapport à des objectifs scolaires, mais ça le décale. Et en fait, c'est au bénéfice de ces apprentissages. Donc, finalement, il y a aussi un retour sur le scolaire, quoi. C'est ça, il y a une sorte d'aller-retour, mais c'est bien une dimension intégrative. Hein, c'est difficile à dissocier, ouais, tous ces éléments. Est-ce que quelqu'un d'autre peut réagir? Peut-être Isabelle Sanson, je ne sais pas, vous qui avait monté un module pédagogique de formation aussi autour de ces questions. Est-ce que vous souhaitez réagir? Je ne sais pas si vous m'entendez, Isabelle. Alors, oui. Allez, c'est bon. Ah, ça y est, c'est bon. Oui, excusez-moi. Il y a peut-être, oui, une dimension qu'on n'a peut-être pas évoquée, et quand j'entends effectivement qu'on peut opposer parfois le scolaire au bien-être, mais il y a aussi la construction du citoyen aussi, et l'enjeu, parce que si on parle autant évidemment d'école dehors dans notre époque, et c'est certainement une grande différence avec ce qui s'est passé à l'époque des pédagogies nouvelles, Freinet, etc., c'est qu'il y a en plus des enjeux de transition écologique et climatique, et qu'il y a aussi quelque chose à construire avec les élèves en créant ce lien privilégié avec un espace, un territoire. Et ça me semble important aussi de dire que voilà, on doit aussi construire, que en tout cas cette classe dehors, elle aide à construire ce lien en apportant aussi une dimension plus démocratique aussi et plus active forcément aussi à l'enfant. Inscrite dans les problématiques de société. Alors, Roselyne Prieur, je crois que vous aviez une question. Vous êtes également des cahiers pédagogiques. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, par contre, je n'ai pas de caméra, donc je mets juste la photo. Moi, en tant que prof de sciences, je voulais savoir si à l'occasion de ces classes dehors, l'observation des sciences était convoquée, enfin l'observation de la nature, de l'environnement, de tout ce qu'il y a autour de soi, et si ça avait des conséquences sur le jeune enfant, sur le fait de se sentir un petit peu plus appartenant à cette nature, d'être moins dans le rejet des insectes, des graines. Je pense qu'Aurélie comprend à peu près ce que... Alors, qui souhaite répondre par rapport à ce lien je peux peut-être en dire quelques mots. Oui, de toute façon, je pense que dès qu'on sort dans un espace en partie naturel avec des jeunes enfants, la question du rapport au vivant se pose immédiatement et spontanément avec tous les enfants jusqu'à ce qu'ils soient peut-être adolescents où elle s'exprimera moins facilement, mais de la toute petite enfance jusqu'à la fin du primaire, c'est très spontané chez eux. Et cette question de savoir si ce lien-là se construit, elle devient vraiment fondamentale parce que c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais par rapport à c'est cette école des années 70 dans laquelle l'émergence du mouvement environnemental est née, la société a beaucoup changé. Le taux d'urbanisation est phénoménal dans la plupart des pays occidentaux. La plupart des enfants vivent dans des villes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nature, mais ça se construit peut-être moins spontanément, le lien à la nature qui pouvait se construire avant. Les métiers sont moins en rapport avec une gestion ou une exploitation d'environnements naturels, ils sont beaucoup plus dans des environnements artificiels. Donc il y a beaucoup de choses qui font que ce lien se coupe et que le fait de ressortir des enfants, ça peut permettre de recréer ce lien. Et ensuite, sur le rapport au dégoût des êtres vivants, il y a eu des travaux à Montpellier sur cette question-là Sergio Alix Oscar. Aussi. Ouais, aussi. Et ils ont travaillé sur ça. Il y a eu une thèse là-dessus aussi sur Serge France sur le rapport aux araignées, notamment des jeunes enfants, et qui montre effectivement que
il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas résumer l'ensemble des travaux trop vite, mais globalement, il y a quand même un vrai intérêt à expliquer les êtres vivants, ce qu'ils sont, etc., pour que les élèves puissent les comprendre et pour qu'on puisse dépasser l'espèce de rejet initial qui se met parfois en place. Et sortir de la catégorie animal mignon, animal dégoûtant. Voilà. Exactement. C'est important pour la société en général. Exactement. Mais c'est quand même, ça reste des sujets assez complexes, mais c'est sûr qu'il y a un effet. Ça reste des sujets complexes parce qu'en même temps, le côté animal mignon, il n'est pas à rejeter complètement. Non plus. Et beaucoup de l'histoire environnementale repose sur ce qu'on appelle les espèces parapluies, c'est-à-dire des espèces qui sont suffisamment mignonnes, adorables et tout, pour qu'on envisage la protection de toute une zone. C'est le cas, par exemple, du flamant rose en Camargue. On a protégé tous les marais, etc., dans le sud, grâce au flamant rose. On n'aurait pas réussi à le faire du tout en parlant de l'importance du moustique pour les écosystèmes. Ça n'aurait pas marché. On pourrait presque faire un TEDx sur ce sujet qui me passionne également pour d'autres raisons, mais je vais laisser la parole aux questions parce qu'il est déjà 18h. Je crois que Isabelle Sanson disait que même en milieu rural, les enfants sont parfois déconnectés de la nature, donc ça, on peut le rappeler et peut-être que Isabelle, vous aurez l'occasion de préciser. Je crois qu'il y avait d'autres questions. J'ai vu s'afficher à l'écran. Marielle, peut-être, vous souhaitiez prendre la parole ou Jean-Michel aussi, des cahiers pédagogiques, je crois que vous aviez une question. Oui, enfin, c'était moins une question que de remarques. D'une part, je pense que le fait de multiplier les espaces où on apprend, c'est une sorte de décontextualisation des apprentissages. Je trouve ça très, très important. Et justement, sortir de la salle de classe, d'ailleurs, à l'intérieur de l'établissement même, déjà, on sort de la salle de classe, c'est déjà pas mal. Et aller faire des apprentissages ailleurs, je pense que c'est très important. Et moi, j'étais professeur de français et j'ai fait quelques expériences comme ça d'écriture dehors. Et je pense que c'est quelque chose de très important aussi. Écrire, dessiner, photographie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités en plus de photographie, c'est très facile. L'écriture, on peut écrire aussi sur son smartphone. Je pense peut-être, moi j'étais plus dans le secondaire. Et je pense que c'est une pratique qui est trop rare, quoi, et d'écrire dehors. Et donc, dans le numéro des cahiers pédagogiques qui va paraître bientôt, j'ai raconté une expérience. Il y a d'autres expériences aussi d'écriture de haïku, par exemple, en contact avec la nature. Et ça permet aussi aux élèves de voir différemment et d'écrire sur ce qu'ils voient. Alors, soit écrire tout sur place, mais aussi réécrire après dans l'école dedans et avec un aller-retour. Alors, on l'a évoqué aussi dans le... S'il y a d'autres témoignages sur l'écriture, ça m'intéresserait. Oui, alors, et puis si on revient aux sciences et au côté numérique de notre époque, il y a aussi beaucoup de choses qui se font en sciences participatives qui peuvent renforcer l'observation, et on en parlait lors du dernier TEDx sur les projets éco-citoyens, donc ça se croise également. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions de la salle virtuelle? N'hésitez pas. Je rappelle que toutes les ressources qui sont citées dans le chat et qui ont été citées par les intervenants sont présentes dans toute la bibliographie du compte-rendu de ce TEDx. Allez-y, rallumez votre micro si vous souhaitez prendre la parole. Je vois une Emmanuelle à l'écran. Bon. Il y a une question sur le chat, quelqu'un qui demande un kit de base pour sortir. Alors, on peut peut-être répondre à ça en attendant oui, que d'autres questions émergent. Il y a beaucoup de ressources qui se multiplient en tout cas. Oui. Oui, donc vous allez trouver des choses facilement. Je trouve aussi que c'est intéressant de sortir avec assez peu de matériel, en fait, parce que quand on a moins de matériel, la nature en propose beaucoup, les bâtons, il y en a en quantité limitée, donc c'est intéressant aussi quand on va faire du jeu libre avec des maternelles, de les laisser aussi s'accaparer, de prendre des feuilles, de prendre des bâtons, de jouer avec des cailloux, etc. Voilà. S'il y a un matériel de base, je trouve qu'une bâche, c'est intéressant pour rappeler un lieu de regroupement et pour rappeler la classe. Moi, j'utilise une crécelle, mais ça peut être un sifflet pour rassembler des choses. Et puis après, on a un caddie dans lequel on va mettre des bouteilles d'eau, des vêtements de rechange, des choses classiques. Voilà. Enfin, il y a toutes sortes de ressources. Mais, voilà. Et un sac pour les trouvailles qu'on ramène dans la classe aussi. Et un sac pour des choses qu'on va éventuellement trouver. Et voilà. Après, ça va s'enrichir petit à petit, ce caddie. Mais je pense qu'on peut commencer avec pas grand-chose, quoi. Voilà.
Merci. Muriel Gage, vous souhaitiez prendre la parole. Alors, je ne sais pas si c'est pour reprendre un petit peu le fil de l'histoire ou rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je vous en prie. Non, je ne vais pas reprendre le fil de l'histoire, ça serait un peu long, mais c'est peut-être pour rebondir sur une réflexion de Marco dans le chat qui indiquait qu'effectivement, sur le secondaire, ça semble poser davantage de problèmes pour les raisons qu'il a bien dit d'un point de vue disciplinaire, et l'entrée dans les disciplines et les attendus en termes de compétences et de contenu sur les apprentissages, sur les sciences. Il me semble que de la petite enfance jusqu'à l'adolescence, il y a une graduation qui est à prendre en compte, mais on fait quand même un constat aujourd'hui pour le secondaire, c'est que l'enseignement des sciences doit être, en tout cas en France, profondément rénové. C'est un enseignement qui est décontextualisé souvent, malheureusement. C'est un enseignement qui manque de sens, en tout cas pour certains lycéens notamment. Et il me semble que cette question du dehors et du dedans, indépendamment des conditions de bien-être, vous l'avez bien dit, de facilitateurs de cohésion, de concentration de la part des élèves, ce sont des choses qui seraient intéressantes à questionner pour des élèves plus grands, me semble-t-il, un peu de la même manière, et en même temps d'arriver à se donner les moyens, et je crois qu'il y a des travaux qui sont engagés sur ces questions-là. Qu'est-ce que ça veut dire, un enseignement des sciences rénové pour un enseignement qui soit réellement contextualisé? Comment l'enseignement des sciences, avec les enjeux qui sont des enjeux d'aujourd'hui, est capable et doit être en mesure de répondre à des questions sociétales qui sont des questions importantes, urgentes, pour lesquelles les citoyens de demain doivent se positionner. Les questions en lien avec l'alimentation, en lien avec l'énergie, en lien avec l'environnement, sont des questions qui nécessitent, en mon sens, de croiser les acteurs, les savoirs, la diversité d'acteurs. Or, la diversité d'acteurs, c'est bien ce qui va se passer aussi en dehors de l'école. Donc, c'est l'école, en mon sens, dans un environnement qui est le en dehors que vous avez décrit, mais qui peut se complexifier et s'enrichir aussi d'acteurs qui sont des acteurs de l'éducation non formelle, par exemple, etc. Donc, mon invitation, elle est de poursuivre les travaux que vous avez engagés pour conduire une réflexion, et même si c'est plus complexe, pour un enseignement des sciences rénové, qui permette ce tissage et qui permette réellement de répondre aux questions de société, ce pourquoi l'enseignement des sciences doit être aujourd'hui perçu, construit et abouti, me semble-t-il. Donc, je lis dans tout ce que j'ai entendu des prémices de quelque chose qui doit se poursuivre, y compris sur le second degré. Je pense que ce sont des questions urgentes, importantes, qui permettront effectivement à ces jeunes, là, aujourd'hui, d'être des citoyens à même de participer au débat public. C'est une condition sine qua non. Il y a l'idée aussi, oui, justement, de sortir pour aller voir, inviter d'autres personnes, être au contact aussi du réel. Et pour parler de cet âge-là, c'est un âge où la question du corps, elle est extrêmement importante, la question du mouvement, alors qu'on est dans un système scolaire où on passe quand même encore beaucoup de temps derrière une table, ce qui n'est pas forcément évident à 14 ou 15 ans. Marco Barocca-Pacard, vous souhaitiez réagir, je crois ? Oui, pour compléter sur ce que dit Muriel, je suis complètement d'accord avec ça, et en même temps, c'est assez étonnant parce que les programmes scolaires de sciences viennent d'être rénovés pour le lycée en France, on vient de réorganiser tout ça. On sent une volonté réelle de faire entrer dedans un certain nombre d'enjeux. On trouve par exemple la question des services écosystémiques dans les programmes actuels en France, qui est très nouveau et très proche des problématiques de gestion de l'environnement quand on quitte l'école. Mais la difficulté qu'on vit toujours par rapport à ces questions environnementales et de citoyenneté environnementale, c'est justement la question de la citoyenneté qu'on veut construire à l'école et de la liberté qu'on laisse aux élèves. J'ai une collègue, là, Stéphanie Demers, qui a beaucoup travaillé sur ces questions des types de citoyenneté qu'on veut développer avec des enfants. On a une espèce de déconnexion entre la volonté affichée de s'inscrire dans les objectifs de développement durable, de mettre en œuvre un changement sociétal majeur qu'on n'arrête pas d'afficher depuis assez longtemps, en fait, avec les accords depuis Rio. Et puis, cette frilosité à laisser aux jeunes une forme de liberté et de citoyenneté. On le voit là sur les classes extérieures, mais c'est en fait assez général. Et en fait, un des blocages et une des réflexions qui, à mon avis, est à tenir, c'est à quel point on veut réellement changer de société tant qu'on continue à rentrer tout ça dans une forme scolaire très standardisée dans laquelle on prépare des élèves à partir du milieu du secondaire
à des examens ministériels, c'est-à-dire à partir de la classe de 4e, on va commencer à réfléchir au brevet, ensuite on arrive en seconde, c'est l'orientation, première, c'est les épreuves anticipées du bac, terminale, c'est le bac. En fait, ça fait que toute la fin de leur formation, elle est complètement centrée sur des questions d'évaluation et de tests standardisés. Et ça, c'est très difficile à concilier avec cette volonté de dire on a des enjeux sociétaux majeurs, on veut former des citoyens innovants, actifs, qui vont être capables de changer la société dans laquelle on vit. Et là, il y a une espèce de tension fondamentale qui est difficile à dépasser et qui repose, qui met beaucoup de pression aussi sur les enseignants qui se retrouvent à ressentir ce besoin d'aller plus loin, de mettre en place les choses, mais être dans un système, une forme scolaire très traditionnelle et qui ne change pas malgré tout. Avec une tension entre justement ce cadre scolaire d'évaluation et puis les injonctions, par exemple, de l'éducation morale et civique, où là aussi on cherche à développer la parole citoyenne, la prise d'initiative des élèves, mais dans un temps qui est très très restreint au niveau hebdomadaire, au niveau des programmes. Aurélie Zwang, vous souhaitez réagir ? Oui, par rapport à la relation à l'environnement qui va se tisser au dehors, hein. Les enfants au départ effectivement peuvent avoir des réactions de rejet ou ont des comportements de destruction. Et puis, donc les témoignages qui convergent, hein, c'est qu'au fur et à mesure, le fait d'aller toujours au même endroit et d'être familier avec donc cet endroit particulier qui finalement finit par faire un peu partie d'eux-mêmes, hein, eh bien, fait qu'il va y avoir des conversations, des négociations au sein de la classe où on va discuter, ah oui, non, mais en fait, là, le ver de terre, il ne faut pas que tu l'écrases, le gendarme aussi. Et donc, il se passe des choses. Alors, il ne se passe pas tout le temps des choses, hein, c'est-à-dire de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi, par exemple, des enfants qui vraiment sont toujours en action de prendre des branches, de prendre de l'herbe, etc., etc. Donc ça, c'est lié aussi au rapport à l'environnement qu'ils construisent dans leur milieu personnel et familial, hein, ça compte également. Et je pensais que, notamment par rapport aux petites classes et par rapport à ces questions d'engagement, pour plus tard. Alors, moi, je ne sais pas effectivement si je parlerai de citoyenneté tout de suite, parce que c'est une notion très complexe, mais plutôt dans un premier temps. Alors, ça peut se travailler effectivement voilà, plus au secondaire, enfin, lier tout cela. Mais là, ce qui va se jouer, c'est l'intimité de l'élève et de l'enfant avec ce qui l'entoure. Et c'est tout ce qu'ont démontré, en fait, les travaux de Dominique Cottereau et de Gaston Pinault, de Dominique Bachelard, etc. Tout ce courant de l'éco-formation. C'est-à-dire que ce que nous vivons en interaction avec l'environnement va nous former également. Et il va y avoir un tissage qui va se faire entre l'extérieur de nous et l'intérieur de nous avec les autres aussi, hein. Et ça, c'est quelque chose qui va être peut-être ancré profondément et qui fait que des individus qui vont être exposés assez tôt et assez longtemps à des environnements dans lesquels ils vont avoir des expériences positives vont finalement être des gens qui vont pouvoir s'engager plus tard dans des actions de protection de l'environnement, etc. Ça a été démontré. Donc, il y a ce lien quand même très important, ce qui fait dire, et notamment c'est tout l'enjeu de la dynamique sortir qui est issu des éducateurs à l'environnement, qu'en fait, le fait d'enfermer de plus en plus nos enfants à l'intérieur, eh bien, ça peut justement faire que plus tard, ils se sentiront moins proches de l'environnement, ils le défendront un peu moins. Et donc, du coup, par rapport à toute cette citoyenneté socio-écologique, là, eh bien, il risque d'y avoir une perte. Donc, il y a tout cela qui peut se travailler finalement intimement avec la classe dehors. Et ça ne peut pas être sortir de l'injonction déconnectée, mais partir peut-être de son ressenti. Et c'est vrai que vous parlez des enfants qui touchent les bâtons et les brins d'herbe, il faut déjà toucher avec ses mains pour ensuite avoir envie de protéger ou de faire quelque chose, même d'en parler tout simplement. Peut-être le dernier mot à Jean-Michel Sakartfou des cahiers pédagogiques. Je vois que la petite main est levée, donc je vais peut-être vous laisser le mot de la fin. Non, je ne l'ai pas enlevé.
Mais je vais quand même vous laisser peut-être annoncer le webinaire des cahiers pédagogiques. Voilà, on va en profiter. Oui, c'est ça. Donc, avec Aurélie, on a coordonné ce numéro qui va paraître donc, dans 15 jours, où on retrouvera pas mal d'auteurs qui étaient présents aujourd'hui, mais aussi d'autres. Et donc, on va faire aussi un autre webinaire qui complétera celui d'aujourd'hui et qui sera aussi mis en ligne après, le mercredi 21 juin. On avait dit 23 juin. 23 juin, pardon, 23 juin, à 17h. En tout cas, il faut aller voir sur le site des cahiers pédagogiques. Il y a Roselyne aussi qui souhaitait ajouter un petit mot. Oui, juste un petit mot, et je crois que ça tombe le même jour, mais juste avant, il y a une présentation par Canopée sur l'école en plein air avec une sociologue qui s'appelle Sarah Vauquier. Oui. Et peut-être bien avec Alexandre Ribaud et puis quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus. Sarah Vauquier est présente aussi dans le numéro d'ailleurs. Oui, oui. Ben, c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'il y a beaucoup d'événements. Voilà, si vous voulez faire la totale. Eh bien, on mettra tout ça dans le compte-rendu de toute façon. Est-ce qu'il y a encore peut-être une question du public, si jamais il y a des regrets, des remords? C'est à vous. On a encore 2-3 minutes. La couverture peut être... Alors, la couverture, je vais peut-être demander à Alice de l'afficher. La couverture du numéro 570, le prochain, qui sortira le 18 juin. Voilà, à prendre dehors. Comme ça, vous l'avez tous vu. Pas d'autres questions, remarques? En tout cas, je vous remercie chaleureusement de votre présence ce soir et de vos interventions pertinentes qui donnent envie de creuser le sujet. Donc, on verra si je pense qu'il y aura peut-être d'autres TEDx sur ces thématiques à l'avenir. Merci à tous, en tout cas, de votre présence. Et donc, à très bientôt. Je vais rendre l'antenne. Merci. À très bientôt. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.